Été 1950. L'armée nord-coréenne du déjà mystérieux Kim Il-sung se rue sur la Corée du Sud et le mince rideau des forces américaines qui y sont déployées. Bientôt, aux actualités cinématographiques, comme à la toute nouvelle télévision qui commence à apparaître dans les foyers américains, ce sont des scènes dignes des moments les plus durs de la Deuxième Guerre mondiale qui apparaissent. Ce sont ces années, sans doute les plus cruelles de la guerre froide, qui ont fourni les tréteaux, la scène et l'intrigue du macartisme. Ce terme américain est devenu un nom commun en français. Il désigne depuis lors les méthodes d'inquisition systématiques au service de l'anticommunisme militant qui se sont donné libre cours aux États-Unis de 1950 à 1954. Un homme, le sénateur du Wisconsin, Joe McCarthy, a servi de véritable détonateur au mouvement. Mais on doit à la vérité historique de dire que le macartisme n'a pas commencé en 1950 avec Joe McCarthy, mais bien 4 ans plus tôt, dès 1946, et qu'il se prolongera à certains égards jusqu'au début des années 60. Certes, si on doit considérer le goulag et les procès de Prague contemporains de cette époque comme une épidémie de peste, alors le macartisme n'apparaîtra plus que comme une grippe, mais une grippe sérieuse, avec des complications. Et ce sont ces complications qui nous intéressent le plus ici. Mais question préalable. L'inquiétude des Américains vis-à-vis du communisme était-elle aussi injustifiée que cela au début de l'année 1950 ? Les États-Unis ont en effet de quoi s'inquiéter. La situation internationale n'évolue pas en leur faveur. Depuis 1947, l'Europe est coupée en deux et semble en permanence au bord d'une nouvelle guerre mondiale. En 1949, c'est le triomphe de Mao qui écrase toute résistance des forces anticommunistes en Chine. La même année, 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que Staline ne remette en cause tout l'équilibre précaire et péniblement atteint de la guerre froide. Pourtant, la menace communiste n'est pas limitée au monde extérieur. Depuis 1932 et la première victoire présidentielle de Franklin Roosevelt, l'Amérique est dirigée par une coalition politique dont l'axe est fondamentalement à gauche, le New Deal. Certes, le Parti communiste est davantage un lobby d'extrême gauche qui a dépassé tout de même 100 000 adhérents en 1938, au flanc du Parti démocrate, qu'une véritable force indépendante. Mais son influence est grande encore parmi les intellectuels de New York et les acteurs de Hollywood, ainsi que dans les grands syndicats de la Confédération de gauche, le CIO. À cette influence du Parti communiste s'ajoute en outre une activité constante d'espionnage pro-soviétique, qui elle aussi ne manque pas d'inquiéter les Américains. Ces motifs d'inquiétude diffus vont enfin pouvoir être orchestrés grâce à l'existence d'une commission de la Chambre des représentants, créée dès 1938 pour lutter contre les activités dites anti-américaines. Dès 1946, cette commission, dominée par une majorité de républicains conservateurs, se lance dans une vaste enquête, notamment dans les milieux du cinéma. La scène, on le voit, est déjà pleine de bruit et de fureur. On attendait tout juste un grand interprète pour rassurer le public, ce sera Joe McCarthy. Joe McCarthy est avant tout l'un de ces personnages pittoresques, un maverick tout à la fois original et marginal, comme la politique américaine, fondamentalement démocratique et anticonformiste, en a sécrété beaucoup depuis 2 siècles. Sénateur d'un État ouvrier, le Wisconsin, à la forte tradition socialiste et syndicale, il est passé en quelques années de la gauche du Parti démocrate à la droite du Parti républicain, avec le même message populiste et batailleur: le peuple doit se faire respecter par les élites arrogantes de la côte Est. C'est enfin un véritable tribun, qui s'est admirablement joué des médias naissants pour valoriser son action. Mais McCarthy n'est pas seul, et il saura trouver surtout bien des alliés sur sa route. Qui est derrière McCarthy? Tout simplement la droite activiste du Parti républicain, qui va se servir du macartisme pour venir à bout des démocrates rooseveltiens en déclin, dont Truman a prolongé l'influence depuis 1945. Car le Parti républicain a conquis en 1946 la majorité au Congrès, et il a bien cru, avec l'élection présidentielle de 1948, se débarrasser enfin des héritiers de Roosevelt à la faveur de la guerre froide. Truman les en a empêchés grâce à son excellente campagne de réélection, qui leur a fait perdre dans la foulée leur éphémère majorité à la Chambre et au Sénat. Devant un parti républicain traumatisé et une opinion angoissée, McCarthy comprend tout de suite
que les nouvelles élections législatives de novembre 1950 peuvent être remportées sur un programme d'anticommunisme intégral. Dès le 9 février 1950, dans la petite ville de Wheeling en Virginie occidentale, il intervient résolument en brandissant une prétendue liste de 205 noms d'espions potentiels qui travailleraient encore à ce jour pour le département d'État, malgré les soupçons qui pèseraient sur eux. Bientôt, ces accusations, largement relayées par la presse populaire de droite, vont en effet permettre une poussée républicaine. McCarthy est réélu sénateur du Wisconsin. Il est surtout récompensé par la présidence d'une sous-commission d'enquête que l'on crée expressément pour lui. Celle-ci va lui permettre de terroriser au Sénat l'Amérique libérale avec l'aide empressée de jeunes loups républicains et même démocrates de la cuvée de novembre 1950 qui le rejoignent à la Chambre, désireux de se tailler eux aussi une rapide célébrité médiatique. Parmi eux, les deux frères Kennedy, John Fitzgerald et Robert, et le représentant de la Californie, Richard Nixon. La série des actes d'accusation peut donc maintenant se dérouler. Quelles sont les grandes accusations et étaient-elles fondées? Il faut bien distinguer ici trois ordres d'accusation. D'abord, avant McCarthy, nous l'avons vu, la commission des activités anti-américaines de la Chambre avait déjà entrepris la chasse aux cinéastes et scénaristes communistes, entraînant les départs de Bertolt Brecht et surtout de Charlie Chaplin, l'exil en Angleterre de Joseph Losey, les arrestations de Dalton Trumbo, Edward Dmytryk et de 8 autres scénaristes communistes qu'on nommera les 10 de Hollywood. En imposant à ces militants de refuser de répondre à la question de leur appartenance, le Parti communiste apparaît par ailleurs comme peu sincère et aggrave son cas dans l'opinion. L'action du Parti communiste à Hollywood pouvait aboutir, grâce aux entreprises d'une minorité agissante, talentueuse et semi-clandestine, au noyautage d'un milieu très sensible et déjà à l'époque peu subtil sur le plan politique. Elle méritait sans doute d'être combattue et révélée pour ce qu'elle était à l'opinion publique, mais la transformation de ses auteurs en martyrs, les persécutions, embastillements et listes noires qui minaient l'existence de grands artistes ont renversé l'ordre des responsabilités. Quelle qu'ait pu être la duplicité de certains communistes, la violence intolérable qui s'est abattue sur eux est incomparablement plus scandaleuse que les approximations qu'ils ont pu se permettre avec la vérité. Ensuite, beaucoup plus sérieuse apparaît l'accusation de manipulation du département d'État par des communistes déguisés en libéraux rooseveltiens. Un certain nombre de diplomates auraient passé des informations confidentielles sur la Chine notamment à des agents chinois et soviétiques, ce qui conduit McCarthy à mettre en cause tout le département d'État et Roosevelt lui-même pour avoir, soi-disant, abandonné la Chine à Mao. Ici, on mélange des faits réels et des faits complètement imaginaires. L'existence d'une certaine connivence intellectuelle entre une certaine gauche bien pensante rooseveltienne et de véritables militants ou agents communistes est indéniable, surtout en matière asiatique où beaucoup de diplomates méprisaient ouvertement le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Il s'agissait là de naïveté idéologique, d'aveuglement partisan parfois, mais jamais de trahison. Une démocratie peut combattre ce genre d'idées sans pour autant les criminaliser. Enfin, un troisième ordre d'accusation, le McCarthyisme a favorisé la tenue de grands procès pour espionnage proprement dit. Tout d'abord, celui du diplomate patricien Alger Hiss, un protégé de l'ancien secrétaire d'État Dean Acheson, accusé par un ancien membre de l'appareil clandestin du Parti communiste, le journaliste Whittaker Chambers, d'avoir fait partie avec lui d'un réseau d'espionnage clandestin. Chambers avait raison. Alger Hiss était coupable, au moins d'activités clandestines au bénéfice du Parti communiste. Ensuite vient la mise en cause au moins partielle de l'espionnage nucléaire, avec le procès de Julius et Ethel Rosenberg, qui seront condamnés tous deux à mort et exécutés. Les Rosenberg, qui n'étaient que des messagers, étaient également coupables. Mais le FBI, la police fédérale, qui avait eu accès au déchiffrement du code soviétique Venona, ne pouvait pas livrer au tribunal les preuves décisives de sa conviction. Il est certain que l'espionnage nucléaire américain était entièrement le fait de militants communistes, organisés en véritables cellules et tous volontaires. Mais le règlement de compte populiste contre l'establishment de gauche du département d'État s'agissant de Hiss, la peine de mort requise et exécutée s'agissant des Rosenberg, allait très au-delà de la bienséance démocratique et de l'équité juridictionnelle. Elle apparentait dangereusement la justice américaine à son homologue soviétique, où les hommes sont accusés par leur fréquentation et la peine de mort exécutée dans tous les cas d'espionnage.
Toutefois, après l'élection du républicain modéré Eisenhower en 1952, le climat commence à changer. La droite, enfin au pouvoir après 20 ans de rooseveltisme prolongé, a besoin de s'assagir et de gérer sans hystérie excessive une guerre froide qui reste semée de périls. L'opinion commence à être écœurée des excès de McCarthy. Le Sénat censure la sous-commission de McCarthy en décembre 1954. Brisé, le vieil acteur ne sera pas réélu, il meurt de cirrhose 3 ans plus tard, au soulagement général, tandis que ses alliés d'un jour, les Kennedy, Nixon, devenu entre-temps vice-président, s'empressent de faire oublier leur triste association. Au total, le bilan de McCarthy et du McCarthyisme est accablant. Non seulement il a fait reculer pendant plusieurs années encore les libertés civiles aux États-Unis, non seulement il a privé l'Amérique de grands talents artistiques ou universitaires, outre Charlie Chaplin, le cinéaste Joseph Losey, le sinologue et géographe Owen Lattimore, l'historien de la Grèce Moses Finley, tous réfugiés dans la libre Angleterre, mais surtout, le McCarthyisme a échoué au regard de ses propres objectifs de lutte anticommuniste. En conférant l'auréole du martyr à un parti communiste américain déjà politiquement moribond, en rendant inutilement solidaire et contre toute attente la défense d'un certain communisme et la défense de la liberté de conscience, McCarthy a durablement empêché la compréhension par l'opinion du problème de l'espionnage communiste et permis 20 ans plus tard l'explosion du syndrome vietnamien sur les campus. Décidément, trop d'inquisition nuit à l'inquisition, trop d'anticommunisme nuit à l'anticommunisme.